Tu es là. Boum. On est 3, on est là. Bonsoir. J'ai absolument pu répondre à ta question Swisky parce que je me suis perdu dans les timings. On espère que vous allez bien. Comme d'hab, très content de revoir des visages, des pseudos, que dis-je, réguliers. Kurtz, Coucou, Totoro, Wartax, Bluebees, Brumens, évidemment. Bref, tout le monde, vous régalez, ça fait plaisir. Bienvenue au nouveau, évidemment. Et ce soir, deux nouveaux co-streamers avec nous, à savoir Pentium 2 et Swisky. Comment vous allez, les gars? Bon, plaisir. Bien. Eh ben super. Est-ce que vous me feriez une petite présentation brève de ce qui vous est, ce que vous aimez faire, pourquoi est-ce qu'on se retrouve ce soir à faire des bêtises ensemble? Ouais. Moi, je commence, du coup. On aura Je t'en prie. Pentest Swisky sur les réseaux. Je suis opérateur Red Team. J'adore tout ce qui est lié à l'interne, au web. Et puis j'aime bien aussi partager mon savoir sur Internet au travers de Payload All the Thing, Hardware All the Thing, Internal All the Thing, et je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs. Donc c'est déjà ça. Voilà. À quand le git méta All the Things, qui n'est autre qu'un méta directory C'est pour ça que j'ai dit je crois qu'il n'y en a pas d'autres, mais ça peut arriver. incoming peut-être. Projet pour 2025. Sur une semaine de R&D glissante, bien évidemment. Ouais. Pentium. Alors moi, un vieux barbu, entre guillemets, formateur depuis 13 ans en open source pour le Eni École, mais aussi et surtout membre fondateur de BZHack, une association de hacking où on crée des CTF, on en a fait un cette année, le Flag for All, mais on fait aussi et surtout des CTF pour les entreprises, afin de les sensibiliser en interne. Et à côté de ça, gros CTF player sur RootMe et les autres plateformes. Et puis un fondu de bash. Évidemment. Je ne supporte pas de flaguer via Python. Il faut que je fasse en bash. Donc tu réimplémentes, tu prends le temps nécessaire pour juste avoir le fin mot de l'histoire et bash it. C'est ça. Si j'arrive à avoir un outil qui flag en Python, je le traduis en bash. Et je le finis en flaguant avec mon bash. Python got first blood anyway. Bash is native anyway. Ah oui, certes. Fair enough. Sur ce, on ouvre les hostilités. Ce soir pour vous, on a prévu 2-3 petits trucs. On a comme d'hab de la veille techno, on a encore pas mal de trucs dans le pipe, mais pas mal de petits trucs croquants ce soir. Et on va intercouper ça d'une rump made in Pentium, sûr. Le downgrade de privilège dans un script sous-doueur. Et du coup, on va essayer de l'embêter un petit peu. Parce que je sais qu'il y a des trucs sympas, mais que tout système, quand on commence à le concevoir, il y a forcément des gens qui vont devoir un petit peu l'agresser pour qu'il soit affiné, peaufiné. Bien et donc sûr. là, c'est une V0 ou une V1, je sais pas comment tu le présentes. Mais C'est la première fois que je le présente. De toute façon, il y aura du bon à prendre en termes de En tout cas, je suis pratique. prêt à le prendre parce que je l'ai mis en prod pour mon école. Et je ne l'ai toujours pas présenté au public de la cybersécu, donc je suis prêt à en prendre plein de terrain. Avec bienveillance, bien entendu. Bien évidemment. Alors, bim bam, ça change de scène. J'espère que vous avez kiffé l'intro. J'ai galéré de ouf à faire des exports avec pas de multithread. C'était un plaisir. On commence donc les hostilités. On a, je pense, une quarantaine de trucs à voir ensemble ce soir, mais ça devrait être sympa. Vous l'avez, je pense, pas raté. Il y a GitLab qui s'est fait tartiner quelques failles de sécurité qui ont été, bien sûr, disclose, patchées. Tous les acteurs principaux ont reçu des mails indiquant merci de patcher avant même que la disclose soit faite. Donc c'était relativement propre. En tout cas, moi, j'avais pas vu de fuite avant l'heure. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est celle-là, le account takeover password reset without user interaction. Un truc que j'ai bien kiffé dans leur explication, donc là il n'y a pas trop de détails de pourquoi c'est vuln, si ce n'est c'est vuln patché, voilà les versions. Un truc très chouette, c'est le qu'est-ce que je dois faire? Mettez les patchs, certes, mais ils ont fait une espèce de... Je l'ai perdu, yes. C'était grep MFA, ok. 2FA, oui. Voilà. What actions should I take? Upgrade first, then enable MFA, et ensuite purger les comptes. Donc juste donner une petite guideline remediation avant même de savoir si c'était compromis. C'est pas déconnant, c'est bien. Et la payload, bien sûr, on regarde un peu, on cherche des gits et on trouve cette chose-là.
cette chose-là, bien sûr, même pas en mode texte, dans une pure image, qui nous dit qu'en fait, c'est quoi? Est-ce qu'elle veut bien s'afficher? Non, elle veut pas s'afficher. Elle veut pas s'afficher, c'est pas grave. Elle nous dit concrètement qu'on a un paramuser qui est un tableau qui contient un autre dict sur la clé email qui vaut ce qu'on veut attaquer, et derrière, une deuxième apparence d'un email, mais ce coup-ci, l'email de l'attaquant. C'est le genre de failles sympas qu'on retrouve qui sont clairement dures à choper parce que là, vu qu'on voit un peu qu'il y a des objets, des dicts, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des merges, qu'il y ait un moment où ça va être utilisé, où ça va être consommé, où là, donc l'email va être consommé une fois pour être utilisé une deuxième fois différemment. Et il faut y penser. C'est pas des trucs qui sont testés par les outils de test ou de fuzz de base, pas en tout cas avec autant de nesting dans les clés parce que ce serait beaucoup trop long. Si voit le paramètre le faisait, oui, mais le dupliquer, pas forcément. Donc là, clairement, ça sent la lecture de code. Vous en avez entendu un peu parler de celle-là, les gars? Ouais. Je regarde autour dans de chez mon vous. taf la problématique. On a un GitHub interne, un GitLab interne. Dans l'absolu, je détruis et je recrée les utilisateurs toutes les semaines. Mais pendant une semaine, un petit con qui voudrait venir embêter tout le monde, ça m'embêterait. Et potentiellement, je peux pas détruire le compte root. Et certains comptes utilisés pour stocker des données importantes comme un compte Docker ou des choses comme ça. Donc je réfléchis, oui, elle m'embête un peu. Ah, il faut un WAF, il faut que ce soit pas exposé si possible, il faut hardener. En soi, il me semble que celle-là, s'il y avait le MFA d'activer... J'ai plus le détail, mais il me semble qu'il y avait une précondition qui fait qu'on pouvait passer un petit peu dodge de boulette. Et si j'utilise pas le SMTP, de toute façon, ça c'est pas vu. Par exemple, si tu bloques avec un compte LDAP local... Ouais. Je suis peinard parce que les comptes mail sont inexistants. Pas de password reset, pas de password à voler, pas de problème. Rien. Second article, FIM, un petit outil de command line qui permet d'afficher des images. Moi j'utilise View par préférence, mais celui-là j'ai trouvé un truc intéressant que je ne connaissais pas, qui est qu'on peut afficher des images de type, pas une définition trop moche, via le Frame Buffer Device. On en apprend tous les jours sur le kernel, mais starting around 2001, ils ont commencé à mettre un outil qui permet d'aller juste capturer l'écran en mode frame buffer, donc juste le contenu de l'image, ou y écrire. Donc en fait, il y a moyen de modifier et d'afficher des images propres dans un shell sans se reposer que sur l'ASCII, les couleurs de foreground, de background et les caractères. Donc il y a vraiment moyen de faire du propre et je trouvais ça intéressant de voir le résultat est propre quoi pour une image en shell. Bah ouais. Moi je connaissais la fameuse lib caca. Ouais, bah justement il la cite aussi. Là. C'est la sacro-sainte quoi, les toutes premières qui permettaient de faire évidemment. la ski art. Regardez Matrice en lib caca, c'est rigolo. Tu sais qu'il y a un endroit où tu peux faire un curl et ça te fait des continue et du coup tu peux voir un film en entier juste avec un curl ou un netcat. N'hésitez pas à me dire quand même dans le chat si la musique est pas trop forte, trop pas assez forte à ajuster. Voilà, let us know. Parce que c'est dur de se rendre compte, j'ai pas exactement le même que vous. Prochain article, Wrap, comme d'hab, du Ambionix, du CF Real, qui fait des trucs qualitatifs. Donc on a beaucoup parlé du système de wrapper pour des file read, pour des SSRF, pour tout ce qu'on veut, juste arriver à choper du contenu et maltraiter PHP. Et le gars il me poussait encore plus loin à base de Wrap, outil qui permet de mettre un préfixe ou suffixe à un contenu donné. Donc déjà, préfixe, suffixe, ça veut dire que même si on ne donne pas un contenu, on peut générer ce qu'on veut. Si on a un contenu nul et un préfixe, on peut juste générer le contenu. Est-ce que c'est la matière la plus optique? Je sais pas, pour du contenu pur, pour les préfixes, suffixes, pour l'instant, clairement. Et là où c'est sympa, c'est que comme d'hab, c'est un fou malade, c'est un perfectionniste, vraiment. Et du coup, quand on regarde un peu l'explication, donc comme d'hab, c'est des filtres, sauf que là, c'est un peu exploité, à mon sens, en mode exploitation binaire de la heap. Genre, ça m'évoque vraiment ça. Je vais baisser un peu le son parce que je suis en train de mourir. Et bien sûr, je baisse pas le bon. J'ai trop d'écran, désolé. C'est mieux. Ok, donc voilà, c'est un peu expliqué en mode exploitation de heap, vraiment à base de on prend nos chunks, on les décale, on a trouvé une fonction qui va consumer un bout de la donnée, mais en fait si la donnée a un format particulier, on peut l'enlever à plusieurs reprises, et tout ça pour pouvoir donc inclure des fichiers partiels
ou des fichiers entiers, mais faire en sorte qu'ils soient wrappés avec un préfixe, un suffixe du genre valider un file check JSON ou XML ou PNG pour avoir des petits chunks IDAT, etc. en début de payload. Donc il explique bien le cas d'usage qui au début est pas forcément trivial et toute la méthodologie, et c'est comme d'hab un beau cassage de crâne comme les premiers articles sur les wrappers, mais à mon sens celui-là va encore un niveau plus loin en termes de être finaux pour que on fasse passer les payloads. Un qui est un peu plus classique sur le hardening de configuration SSH. Est-ce que c'est l'article à lire là maintenant? Non. Est-ce que c'est intéressant? Oui, de ouf. Est-ce que vous avez déjà fait des audits de config SSH, messieurs? Ou ne serait-ce que des reviews pour vous-même, pour... Ouais. J'en ai subi un par toi. C'est vrai. Je t'avais embêté avec quoi, de mémoire? Le port forwarding. Donc il y avait un utilisateur qui était cloisonné sur une machine et on ne pouvait faire que... Du bash. J'avais viré Python, PHP, Perl sur la machine, sur le conteneur. Et tu m'avais tout poutré avec un port forwarding et j'avais trouvé comment casser le port forwarding. Et chose intéressante, parce que j'ai lu l'article, il n'en parle pas, Stéphane Robert. Oh. Alors, non, t'as raison, il y a Agent Forward, il y a X11 Forwarding. Mais parle même pas du SOX. Non. Oh, terrible, j'allais dire que cet article fait un beau récap. Fait un décent récap. C'est une petite rump que je prépare aussi sur du hardening SSH, dont ce fameux sacro-saint port forwarding qui est perpétuellement activé sur les SSHD et qui est une dangerosité absolue. C'est une utilité par défaut, mais à côté de ça, c'est pratique. Donc pour rappeler, toi, tu voulais faire en sorte qu'il n'y ait que du bash solvable, enfin utilisable sur la machine, pour dialoguer avec un service en interne, et il y a moyen de faire un SOX ou un port forward pour s'abstraire de cette contrainte. Et injecter du Python, alors que moi, je voulais que les personnes scriptent en bash. C'est ça. Et bah sache qu'on a eu pré-hardening des problèmes similaires où en fait on a passé des bastions en mode zéro trust, NEC plus ultra sécurité, tout ça, et à l'implème il y a ce genre de choses qui n'étaient pas bloquées. Il y avait moyen du coup de forward des sockets Unix, de se les rapatrier, de mettre un DOS, et du coup tomber un bastion, c'est embêtant. Et du coup maintenant on a une config SSH aux petits oignons. Donc voilà, assez intéressant. Il y a vraiment, l'idée c'est qu'est-ce que je peux attaquer en tant qu'attaquant. Si je sais pas ce qui est vulnérable, bah je cherche ce qui peut être hardené et je regarde pourquoi ça aurait dû l'être, et souvent il y a pas mal de petits quick wins. Assez chouette. Très intéressant. Waouh, je vais m'éclater les oreilles. Nouvel épisode de Service Action qui part un peu plus, donc podcast du copain d'Orage qui est venu faire un tour parmi nous, qui parle plus en mode revue d'actualité, et on a un peu d'overlap, mais c'est très quali. C'est très quali, et il y a un article que je vous montrerai tout à l'heure. La raison pour laquelle je dis que c'est quali, bon déjà c'est que j'ai un ego peut-être des fois trop gros, mais c'est que ce qu'il a dit c'est exactement ce que j'aurais dit. Du coup je peux, avec mon jugement, que penser que c'est quali. Bref. Donc voilà, c'est sympa, je recommande, ça fait des bonnes petites lectures et coutures, toujours en français. Un article qui m'a régalé, que j'ai lu quand j'étais dans le train, et ça explique comment Dragon Sector, je vais vérifier, oui si Dragon Sector, donc team polonaise, a fait pour dépanner un paquet de trains en Pologne justement. Le pitch de l'histoire est incroyable. C'est une compagnie qui fait des trains et qui a envie de faire un max de thunes et qui du coup met plein de petits trucs qui fait que le train, bah, quand il se fait réparer par un concurrent, il a moins envie de démarrer, ou que le train il peut être géré à distance, ou que le train, quand il est une date spécifique qui est un jour officiel de l'entreprise machin, il s'arrête de fonctionner. Tout un tas de trucs qu'on n'aimerait pas avoir dans un train, surtout quand on sait le coût que ça a, y compris en maintenance. Et ben concrètement, c'est exactement ça qui s'est passé, et plutôt que de payer une espèce de rançon ou de lobby du train, ils ont appelé l'équipe Dragon Sector, qui est très 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 compétente, hein. Et concrètement ils ont pris quelques jours avec un peu de pression pour aller démonter les trains, et ils nous sortent les petites conclusions finales. Donc après avoir dumpé le firmware, récupéré ce qu'ils voulaient, fait un dissecteur Ghidra custom pour pouvoir reverse tout ça, évidemment, ils sortent des coordonnées et ils se rendent compte que en effet si le train est resté plus d'un certain temps dans la zone du voisin ou concurrent, il ne voudra plus démarrer. Dick move. Système de date aussi, il y avait un système où si on était en 2021, après le 11, avant le 21, quelque chose comme ça, ça s'arrêtait. Sauf qu'ils ont foiré les conditions et du coup ça n'a jamais trigger. Dommage. Fichtre. Petite backdoor hardware, quand même dans un train, se dire que forcément il y en a plein, mais il faut voir les niveaux d'attente, avoir un système où on a de l'UDP en écoute, via GSM, Internet,
qui met ça sur un bus CAN, donc convertisseur analogique numérique. Donc là, on est directement sur un bus en interne avec je pense que là c'est plutôt un CNA, donc convertisseur numérique analogique, pour passer de l'UDP vers les signaux internes. Ça veut dire qu'on est plugué sur le train direct. Scary stuff, surtout si vous êtes dans le train. Et ils expliquent que du coup, pas mal de pays ou d'autres compagnies ont été victimes de ça, et donc ils étaient très contents de partager les patchs. Donc gros GG, belle histoire, plein d'icous. Je trouvais ça assez... des infos sur le port UDP et les trucs comme ça que tu peux taper? Je ne pense Savoir pas. si un Nmap plante le train ou... Je vois ce que tu veux dire, je ne pense pas qu'ils aient peu donné peur. plus de détails. Après, voir est-ce que le train est sur Shodan. Arrêtez de donner des idées. Arrêtez. C'est vos agissements, je vous prie. Suite à ça, il y a eu un super write-up de HRN Cyric. Ouais, c'est compliqué. Un super post, tout de même. L'idée, c'est que c'est du Splunk Enterprise qui s'est fait péter, qui s'est fait differ surtout. Et donc, on explique un peu. C'est le genre de exploit multi-step que j'aime beaucoup. Là, c'est un système de file upload pour aller écrire un XSLT qui va être chargé, qui lui va touch un fichier et mettre un contenu, faire un file write, mettre une écriture arbitraire. Et ce file write va permettre d'exécuter un script shell qui lui est par feature dans Splunk, mais c'est surtout que ça liste les fichiers et que ça permet d'exécuter ceux qui sont là. C'est pas une liste hard-codée ou gardée en DB. Ce que ça veut dire, c'est que le fait d'avoir un système read-only les a niqués, le fait d'avoir XSLT qui, c'est quand même rare qu'on ait besoin de XSLT, c'est souvent des features pas disable, et le dernier c'était que le système de script qui se fait lister pour être exécuté, c'est flexible, mais du coup le moins de file write devient une exécution de code. Et là les patchs enlèvent le file write mais laissent toutes les autres fonctionnalités, et c'est un peu dommage de pas essayer de hardonner en profondeur et trouver un autre moyen, parce que en fait, le fait de lister les scripts et proposer à l'exécution ceux qui sont dispo, c'est l'équivalent d'un mode hot reload ou d'un mode debug de Flask ou des choses qu'on ne dit non suitable for production. Et là, c'est juste une copie de ce fonctionnement, mais personne ne dit rien. C'est mal. Voilà. Et l'autre petit point positif de cet article, outre le fait qu'il est extrêmement détaillé, je trouve, c'est le fait qu'on se rende compte que Splunk Enterprise, c'est du Python. Genre beaucoup de Python. Donc le exploit est full, fonctionnel, propre. Et le fait que ce soit en Python, moi ça me donne envie de regarder. C'est rare de trouver vraiment des grosses codebases accessibles relativement facilement avec vraiment de la complexité dedans. Donc voilà, vu le type de bug, je pense qu'il y a vraiment à boire et à manger dedans. Ça peut être très sympa comme petit sujet de recherche. Un article plus clivant. Si je vous parle de bypass de Cloudflare, c'est quoi les idées que vous avez en tête? Choper l'IP du service derrière. Ouais. Et puis taper directement sur l'IP, avec un peu de chance, t'es pas sur du Cloudflare. Et du coup, avec ça, il faut essayer de recaler le bon hostname, donc avec un proxy ou en mettant les bons arguments. Et une fois qu'on a ça, il faut espérer que le trafic ingress n'est pas droppé, donc on puisse bien reach l'IP qu'on a réussi à faire fuiter. À supposer qu'on ne fasse pas fuiter d'IP, est-ce qu'on peut réussir à choper quand même avec des bonnes probas le site qui est derrière Cloudflare? Des bonnes probas, pas forcément, mais en fonction de là où il est host. Tu vois, s'il est host sur Azure et que tu arrives à le mettre sur la même zone, tu peux essayer de faire un site qui soit très proche et qui arrivera à le taper directement. Alors, on peut essayer d'être adjacent côté IP. Des fois, il y a des whitelists comme ça. On peut essayer de se mettre sur les workers Cloudflare pour bénéficier de leur IP. Et du coup, si on est dans un whitelisting IP, on est déjà vu comme de l'interne, quasiment. Et sinon, on peut essayer de trouver... Donc, c'est la question, c'était peut-être moi qui l'ai mal formulé. C'est si on n'a pas l'IP du serveur, comment avoir une chance de le trouver sur Internet? Et là, du coup, les techniques qui sont connues, qui existent un peu, c'est... faire un gros crawl d'internet et voir s'il n'y a pas une réponse custom, donc soit grep des choses, soit faire des comparaisons de DOM, soit aller voir les anciens certificats TLS qu'aurait pu fuiter, voir s'il n'y a pas du Shodan, du Sensis, des choses comme ça qui ont agrégé et qui permettraient de faire un gros grep sur internet d'il y a quelques mois pour voir si l'IP n'était pas déjà connu à cette époque-là avant l'implément du WAF. Il y a plein de petites strats qui permettent de trouver ça. Et
oui, Neolex SSRF, c'est une très bonne chose pour arriver à choper l'IP interne, clairement. Sauf s'il y a Un favicon aussi. Un favicon. Enfin, pas vraiment pour retrouver l'IP interne, mais en fait, avec l'icône. Oui, le hash du favicon. À certains endroits, et avec le hash, tu vas pouvoir effectivement retrouver d'autres sites qui sont potentiellement derrière le même reverse proxy. Complètement, la petite query Shodan qui vend bien. Et du coup, et d'ailleurs, Nuclei il le fait aussi maintenant, HTTPX aussi, l'un des deux. Là où moi j'ai été un peu gris dans mon jugement, c'est que ce post dit littéralement ça. C'est attention, un attaquant peut se mettre dans les workers, dans les tuyaux de Cloudflare et aller taper la victime sans passer par Cloudflare si la victime n'a pas bloqué. Et même si la victime a bloqué de l'extérieur, si on est sur les tuyaux en interne, si il y a un whitelisting d'IP, on peut quand même les reach. C'est bien de l'expliquer, c'est bien de vulgariser, mais là c'était présenté en mode on a découvert ça incroyable, alors que ça existe depuis un bon moment quand même, vraiment. Donc je sais pas s'ils sont pas tombés sur les articles similaires, s'ils ont voulu tenter un petit coup de com' quand même, mais j'étais un peu mitigé. Donc voilà, a priori, ils ont quand même reporté l'issue à Cloudflare, décidé d'en parler. Pour moi, c'est vraiment dans la doc depuis un moment que si on met un whitelisting d'IP et pas un binaire qui lui sort pour se connecter au third part, on n'a pas bloqué l'ingress, quoi. Enfin, on n'a pas proprement bloqué l'ingress. Bref. Mitigé, mais mitigé parce que c'est bien quand même, genre tout le monde tombe pas sur les mêmes articles au même moment pour trouver la même doc, donc c'est cool que ça se redonde un peu. Et leur remédiation, c'est on l'a mis dans la doc. Ouais, leur remédiation, c'est on l'a mis dans la doc. Complètement. Écoutez, c'est documenté désormais. Petit coup de com', CF en a profité pour mettre à jour sa doc. Ouais. Écoute, je sais pas si la doc était déjà... Ouais. Pour moi, c'était quand même chose connue, mais peut-être pas. Autre article, Pi Installer, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Je sais même pas dire de quand ça date, mais c'est vraiment vieux de ouf. Et je trouve ça toujours marrant de voir que c'est maintenu, que ça permet de faire des choses. On peut prendre du Python, le package. On peut prendre un Python, le mettre en statique, prendre notre lib, la mettre à côté du Python en statique et faire tourner du Python sur une machine qui n'a pas Python. On peut faire des port forward dans tous les sens pour quand même si ça tourne pas sur la machine, ça marche. Mais on peut aussi prendre le Python et en faire un ELF ou un Macho ou un exe et demander de le self-packer et de mettre du UPX pour que ce soit un peu plus petit, même si c'est quand même salement gros. Bref, le concept est marrant, ça n'a pas une utilité énorme, mais il y a un monde dans lequel faire un petit loader, juste vous savez, si vous faites du rating, si vous faites des choses comme ça, prendre un binaire qui est utilisé par plein de gens qui jouent aux apprentis sorciers, mais mettre 2-3 bêtises dedans, faire juste votre stage 0 quoi, et en faire un exe, un ELF et tout, pour peu que vous n'ayez pas de restriction de taille. C'est la fausse bonne idée, parce qu'en vrai c'est clairement pas approprié, mais c'est tellement drôle. Voilà. Juste parce qu'on pouvait le faire, ils l'ont fait. Et je trouve ça chouette. Enchaînement sur un outil cloud de base, mais qui devient cloud++. Kyverno est un outil qui permet de faire de la validation de policy JSON et du accept deny. Globalement, c'est beaucoup utilisé dans les environnements cloud pour faire du on demande telle requête, Kyverno se met entre les deux, la requête demande fais tel type de création de compte, tel type d'ajout de droits, tel type de démarrage de pod, tel type d'application de nouvelles machines à démarrer, et on peut valider, bloquer ou même mutate, donc modifier ça. Vous pouvez imaginer Kyverno comme un gros filtre JQ ou YQ si vous avez les refs. Et là où ça devient sympa, c'est que globalement c'était Kubernetes first et que là ça devient OpenBar first, avec un CLI, avec une API REST et une librairie Golang. Ce qui veut dire que cet outil qui fait quand même vachement bien de l'enforcement de policies pour garder un environnement sain, va pouvoir s'appliquer à d'autres outils. Donc j'ai hâte de voir un peu où ça va être adopté. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous voyez des cas d'usage dans votre vie de tous les jours ? N'utilisant pas actuellement Cube, bof. Même sans Cube, à supposer que vous ayez un third part commun et vous voulez que tout le monde puisse push sa conf sur le third part commun. Au hasard, une zone DNS sur un outil cloud à base de Terraform ou de choses comme ça. Ça veut dire que là, on pourrait faire un front, enfin un middleware, qui va recevoir les requêtes, les mutate pour toujours enlever la clause qui t'embête, ou les mutate pour toujours vérifier que ça match une sous-zone par élève ou quelque chose comme ça, et derrière décider de valider ou non, enfin de faire passer la balle ou non. C'est un espèce de
bel outil d'enforcement, de vérification de JSON. Enfin, de données de manière générale. Voilà. Après, reste à voir les cas d'usage, mais j'aime bien. Ça me fait penser à un projet d'aide au DNS pour les développeurs. Oh, comment ça s'appelle? Je sais que c'est Julien comment? Brio. Bref, un mec qui travaille chez Deezer, qui est bien reconnu dans l'écosystème DevOps. Et c'est OctoDNS, dans mes souvenirs. OctoDNS? Ouais, OctoDNS. Ah, DNS. Oui, mais là, le truc, c'est que je te donnais l'exemple. Ouais, non, mais parce que tu m'avais donné l'exemple. Mais OctoDNS permet d'avoir une API justement pour toutes les applications qui permet de générer automatiquement, de façon plus ou moins sécurisée, les enregistrements DNS qu'auront besoin l'application de façon simple pour quelqu'un qui connaît pas le DNS. L'avantage de la lib de Kyverno, c'est que si tu vas pas encoder un pour le DNS, un pour autre chose, un pour autre chose. Ouais, voilà. Ouais. Eh oui. C'est quand même, je rebondissais sur l'exemple que tu me donnais, et OctoDNS, très très propre, le truc. Nice. À poker. Julien un Brio, jour. merci. Un ancien stagiaire de l'ENI. Tous les bons tuyaux. Et donc voilà, c'est pour montrer quand même qu'il y a un écosystème assez fort autour de cet outil qui est supporté par la CNCF, donc c'est pas prêt d'être lâché. Et il y a tout un système de webbook qui fait que vous pouvez avoir des on accepte ou on refuse des actions custom, ainsi que plein d'autres choses pour la compliance, de l'observabilité, bref, c'est du beau bousin. Ça introduit pas trop de délai? Le temps de parser les Non, requêtes? non, Golang, du JSON parsé avec tout ce qu'il faut pour être optimisé. Après, tu peux, si tu interroges un REST API, tu auras de la réseau. Si tu le mets en lib, parce que tu as la lib Golang, négligeable de ouf. Hein. Ok. Je pense. Je te passe la main? Ok. Alors là, c'est Porch Pirate. Donc c'est un outil qui est sorti il y a très peu de temps et qui permet d'aller regarder tout ce qui a leaké sur Postman. En fait, ce qui va se passer avec Postman, c'est le même problème qu'avec GitHub, c'est que les gens vont l'utiliser pour y mettre toutes leurs requêtes, toutes leurs données, et y compris toute la documentation de leur API. Dans la documentation de leur API, tu vas avoir des headers qui vont être forcés, tu vas avoir des tokens, des credentials, plein de trucs comme ça, en plus de endpoint un peu juicy. Et là, l'outil va parser avec des mots-clés tous les workspaces, en fait, toutes les collections et toutes les équipes qui sont disponibles publiquement pour récupérer des données. Dans leur exemple, ils le font avec Coca-Cola. Je l'ai refait, on va pas le faire en live parce qu'il y a encore des trucs qui ressortent. Toujours. Mais le screenshot, là, il est safe, normalement. Bon, de toute façon, le screenshot, il a fuité il y a tellement longtemps que... Est-ce que tu sais si l'outil il dorque sur Internet pour trouver des choses ou si il se débrouille pour choper via un autre outil la liste des postman exposés et derrière... C'est directement l'API. Hein. Mais les limit rates, est-ce qu'il y a une clé d'API à fournir? Est-ce que limit rate c'est open bar? J'en ai pas eu besoin. Vraiment, ok. Donc je pense que ça doit être une API publique. Il me semble qu'ils en parlent un peu plus bas. Regarde s'ils mettent ils ont parlé d'une API ou Zero Day, un truc comme ça. Attends, faut que je zoome out un peu. Special thanks, what's next, machin, Porsche Private, querying request, collection. Je crois que c'était le dernier paragraphe. Ah ouais? Ah. Mais tout dernier. Un CTRL F sur 0, ZERO. Yeah. Bah non, ça leur a permis de trouver une Zero Day. Ouais, mais ils disent pas juste avant ou juste après. Ah oui, du coup, c'était Excuse-moi. Ils disaient qu'ils avaient identifié une undocumented API, donc j'imagine que tout le reste c'est fait avec des documented API. Non, ça leur a permis de trouver une Zero Day dans un outil de... Ah merde, j'ai lu trop vite. Dans un medical software. Après avoir... En fait, ils ont trouvé des endpoint API dans un Postman qui leur ont permis de trouver une Zero Day dans un truc. Ce qui veut dire qu'il y avait des medical software. Putain, j'ai cru medical device au début, j'ai eu très peur. Ah ouais, non, quand même pas. Ah bah, je sais pas, hein, tu as un petit Postman, tu fais tes tests en local, tu relis le front à un démon sur ta machine et puis ça fait les requêtes sur ton petit IoT.
What could go wrong? Ouais, mais même un medical software, c'est désagréable. Hein. C'est le médecin qui remplit ah bah monsieur Toin il a de l'hypertension, les MMA ils vont être comme ça. Ah ouais, bah ton prochain prêt, bah, on va te le mettre un peu plus cher parce que tu risques de mourir monsieur Toin. Ah bah excusez-moi. Tu vois, que ce soit matériel ou logiciel, ça reste à mes yeux assez désagréable de voir un médical quelque chose. Ouais, clairement. Et je dis pas ça parce que je fais de l'hypertension. Mais cela ne nous regarde pas. Tout va bien. Est-ce que je me sacré un lien à toi? Tu reconnais ce bout de lien? Ouais, c'est juste qu'il y avait un espace entre deux liens. Ah, ok, d'accord. Mais tu peux prendre juste la première partie, c'est bon. Ok. Celle qui s'arrête à /TMC. Ah, l'homme qui ne faisait pas des lignes qui sont des lignes. Vas-y. Moi, dans le Google Doc, j'ai mis tout n'importe quoi. C'est bien, c'est fait pour. C'est The Legend of Zelda Minish Cap, donc qui est un jeu pour Game Boy Advance, un très vieux jeu. Et il y a une team de fous furieux qui s'est amusée à totalement reverse le jeu et à refaire la codebase à 100% et à documenter cette codebase. Donc tu peux aller sur la partie module et page pour naviguer sur les énumérations de attends, je suis aveugle. La partie module et page. Ah oui, en haut. Petite question, quand on dit refaire à 100%, en termes de features, en termes de... Ils ont fait le même code qui compile avec l'émulateur, donne exactement le même ASM? Alors ça, je sais pas, parce que j'ai essayé de voir, mais je crois qu'à un endroit, ils te font un graphe. Et il y a marqué globalement que c'est 100%, 100%, donc j'imagine qu'ils font le même ASM à la fin. Sûrement par rapport au code coverage en ASM. Ouais, je pense que c'est basé là-dessus. Par contre, si tu veux le rebuild, il n'y a pas les assets pour éviter de se faire takedown pour copyright. Évidemment. Mais tu peux extraire automatiquement tes assets et rebuild ta propre cartouche GBA, et je trouve que c'est super intéressant. De ouf. Ou alors on peut mettre des assets de n'importe quoi, tels des personnes de l'InfoSec. Ouais, ou gros taf. Hein. Pour les gros fans de speedrun comme moi ou autre, ça peut partir dans la stupidité des Mario Land, qui est excessivement modé, et permettre l'ouverture de tiens, let's go, on va modder Zelda. Un peu comme les Zelda random qui existent et qui sont extraordinaires, ou des choses comme ça. Non, j'aime bien le prochain. Là, tu pourrais faire Zelda random Minish Cap. Ouais, bah voilà, il y a de l'idée. Et ils expliquaient qu'ils s'étaient aidés de Ghidra et de X-Ray pour faire tout ce qui était des compilations et faire du code C propre. M'étonne. Oh, les barbares. C'est ça. Moi, ça me pas très clair pour moi le... Ok, ils en ont fait... Ouais, de toute façon, le code, il doit être quelque part sur un Git tout propre. I guess. Ouais, je pense que c'était le lien que t'as enlevé. Ah. Alors, bonne chance pour le retrouver. C'est ok. C'est ok, donc faut que je cherche un espace ou alors que je regarde. Cherche Zelda, ça ira plus vite. Hein. C'est très smart. Yeah. Ça m'arrive pas. Ouais. Et ça, c'est une liste de tout. Ah oui, on voit le coverage. Voilà. Et là, on a la complétion. Code Decompilation Progress. Nice. Et à la fin, il donne aussi des petites anecdotes. Pour ceux qui ont fait le jeu, il y a 3 fées, mais on peut créer que 2 maisons. Et ils expliquent que le code pour la 3e maison n'existe pas. Donc voilà, des fun facts qui sont trouvés dans le code et qui du coup pourraient peut-être un jour être réutilisés pour du speedrun. Ouh, port PC. C'est trop cool, les gens qui se chauffent à faire des choses qui sont... Ouais, tu m'étonnes. Pour info, ils se sont aussi inspirés de Postleaks que j'avais mis sur GitHub, yes. Et en plus, dans ce Zelda, on peut jouer avec le temps. Très très bon Zelda, évidemment. J'ai pas trop joué, to be honest. C'est toi qui l'as mis ou c'est moi celui-là? Toi. Tac, je pensais que j'avais mis à la fin. Ok, alors Sploit Scan, vous connaissez, on a déjà tous Sploit avec un système de DB pour avoir des white papers ou des articles ou des payloads qui ont été push. Là, j'ai pas trop regardé comment c'est fait, mais juste ça présente bien, ça avait l'air d'être un peu plus GitHub only ou à base de dork. Cherche-moi tel CVE et il sort tous les petits gits. Est-ce que ça vaut un dork? Oui. Est-ce que ça peut devenir plus si tout le monde met sa petite contrib avec sa modif, ses manières de dorker? Oui. Donc, à voir un peu ce que ça donne. Le système de star, c'est juste
conveniente, c'est juste pratique, parce que de toute façon, on pourrait ouvrir 10 liens, hein, ce serait pas beaucoup de taf. Mais ça a l'air relativement propre par rapport à ce que c'est fait. Le truc qui te rendrait le tout incroyable, ce serait de pas avoir un système de star, mais un système de, dès que quelqu'un passe le exploit, faire un petit retext, une petite boîte à checker pour dire yes, il fonctionne. Ça pourrait être sympa. Ah ouais. Ouais, un petit ranking de violence de exploit, pourquoi pas. Ouais, mais après, ça voudrait dire que quelqu'un pourrait télécharger ou refaire ce genre de requête pour faire passer son exploit en premier et son exploit étant backdooré. Oui. Bah après, il y a toujours des moyens de faire des limites, tu vois des scores incroyables. Oui, je suis d'accord, mais t'es pas plus exposé que quelqu'un qui mettrait son exploit en 0 day 1 heure après que ce soit public, en mettant un truc compilé avec de la merde dedans. Enfin, de toute façon, on run du code qui est pas le nôtre. Ouais, mais il arriverait en premier dans la liste. C'est vrai. Je connais des gens qui seraient capables de les copier-coller ça 2 fois plus vite parce qu'ils les prennent en premier, donc il doit marcher. Complètement, mais il ferait pareil avec les étoiles GitHub. Oui. Et petit retour sur le web storage. Ça, c'est un sujet qui revient assez souvent et qui m'embête parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui ont besoin de faire du travail pour implémenter des systèmes où on utilise le cookie et pas des tokens JWT ou équivalents en front. Parce que oui, mais un token qui se balade, c'est compliqué, parce que du coup, la sécurité, c'est pas de l'effort utile. Et James Cattle, qui je pense s'est fait un petit nom depuis le temps dans le milieu de la sécurité quand même, pour les recherches de ouf qu'il a fait sur les desyncs, sur les smuggling, sur les timing attacks ultra violentes dernièrement. Et du coup là il fait un gros récap de à quoi ça sert le secure flag, qu'est-ce que ça empêche, les downgrades, cool, maintenant c'est bloqué par le browser. Pass attribute, qu'est-ce que ça bloque, ok, le changement, enfin bon, celui-là j'avoue je suis pas ultra calé sur celui-là parce que rarement vu. HTTP only, le fait qu'on puisse pas avoir c'est la fatigue. Le JS ne peut pas toucher le cookie. C'est utile, super, sauf que si on a une XSS chez quelqu'un pour voler le token, on peut tout faire à partir de sa session, et c'est même encore plus cramé de voler le cookie, ou voler le token, et de le faire de sa machine à soi, qui n'a pas la même IP, qui n'a pas les mêmes browser fingerprint, etc. Donc, c'est vraiment un article qui revient en arrière pour dire, comprenez pourquoi ces améliorations ont été faites, pourquoi ça a changé, pourquoi on en est revenu, et faites la sécurité qui est utile, pas juste la sécurité de tout le monde le dit donc faut le faire. Les headers où on nous dit 15 000 fois il manque ça, c'est bien gentil, mais faire des trucs d'une manière pragmatique plutôt que juste suivre les best practices à la règle, même si ça ne s'applique pas à vous, c'est mieux. Voilà, mini coup de gueule au passage. Article qui traite des détections des race conditions en Go. Donc il est à savoir qu'il y a dans le compiler Go un outil qui va automatiquement détecter ce genre de bug, ce genre de race condition quand plusieurs routines, threads ou équivalents touchent de la donnée en même temps et que au moins l'une d'entre elles est en écriture. Donc en gros ça permet d'enlever plein de bugs et on sent que c'est l'article qui a été rédigé par quelqu'un qui avait un peu la rage parce que le TLDR de cet article c'est si vous avez un bug qui n'a pas été trouvé, ça peut arriver, il y a peu de chance, c'est la vie, lancez-le plus de fois ou mettez plus d'options à la compilation ou juste écrivez mieux du code. Si votre code, un bug est remonté, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le patcher? Est-ce que c'est pas un faux positif? Apparemment il y a eu plein de PR de « Oh mon code n'est pas buggé, c'est vraiment des faux positifs ». Non. Détecter que en même temps il y a 2 outils qui veulent lire et écrire ou écrire et écrire une même donnée, c'est faisable de manière fiable, il l'explique, il montre le pourquoi du comment, et du coup c'était un one for all de fix your shit, merci, avec la petite pancarte comme ça. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa, assez efficace. Et du coup en fait je sais pourquoi je suis perdu dans l'ordre, c'est qu'en fait ça a conservé les articles sur ma droite, alors qu'on était en plein dans les tiens, je suis désolé. Pas de soucis. Je me suis perdu. Du coup, je vais continuer. Je reprends. Là, c'est un petit article de Synactive sur comment ils ont amélioré leur outil NT Dissector pour extraire des secrets de la NTDS qui s'appelle Adam NTDS. Donc, c'est une NTDS pour Active Directory Lightweight. Donc, c'est une version un peu downgrade d'un Active Directory où il n'y a pas de DNS, il
n'y a que la partie LDAP. Excuse-moi. Plus ton écran. J'ai fait des bêtises. Pas de soucis. Tu peux descendre un petit peu, je pense, dans l'article. Oui. Et ils expliquaient que globalement, la NTDS, on avait toujours besoin, ça n'y avait pas de souci. Que le chiffrement qui était dedans était un tout petit peu différent, mais que ce qu'on faisait, c'est que tu récupérais la NTDS, tu récupérais la bootkey, et tu pouvais tout déchiffrer. Et c'était direct. Le classique, hein. If it runs, you can uncompile, obfusquer ou pas, tant que ça marche, c'est que ça peut se dépaquer. Ton secret, tant qu'il est utilisé, c'est qu'il y aura un moyen de le récupérer ou de le comparer. Ouais, après, t'as une partie du secret qui est carrément directement dans la NTDS. Pas compris pourquoi. Ah oui, genre une partie du secret qui est là et une deuxième partie qui a été mise plus loin. Ouais, c'est directement la ligne qui est là. La bootkey, elle est assemblée depuis 2 trucs directement stockés dans la base de données. Ouais. Bon bah pourquoi pas. Hein. Bon, ils ont refait leur tambouille magique. Et fun fact, apparemment il y a un endroit pour y stocker, alors, je sais plus si c'est le WDigest, ça doit être la toute dernière partie de l'article. Ouais. C'est ça, pour y stocker du WDigest. Alors très peu utilisé, mais bizarre. Je vois pas pourquoi ça serait dans la NTDS comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est attendre que ce soit un plem si ça l'est pas déjà dans les netexec et looter tout ce qu'on peut et espérer pour qu'il y ait des choses utiles dedans? Ouais, alors tu peux directement dumper et t'auras les haches. Hein. Donc en soi, autant récupérer les haches pour les rejoindre. Ok, donc c'est plutôt... J'ai mal à le situer en fait. C'est une nouvelle technique, c'est une amélioration d'un truc connu, c'est juste un petit deep dive sur ce composant... mais porté sur une version plus petite d'Active Directory qui est ADLDS. Ok. Ah oui, d'accord, c'est la variante de chiffrement, mais pour la DB d'un système qui est un peu plus exotique que les autres, ouais, un peu moins commun, vite fait. Après, le ADLDS, je l'ai jamais vu. Pour être très honnête, je le connaissais pas jusqu'à ce qu'ils en parlent. Ok. Alors, je suis très mauvais en Windows. Mais l'ADLDS, c'est pas le remplaçant du DC RODC, de l'AD RODC, l'AD en read-only, où tu ne peux rien toucher dedans, tout est stocké, et tu peux que piocher dedans, tu vois ce que je veux dire, qui fait que tu vas être obligé d'incorporer dans ton RODC des données sensibles de l'AD réel, qui peuvent être, elles, en lecture-écriture, et c'était utile potentiellement, par exemple, dans des magasins où tu as juste besoin que le gars il s'authentifie, mais il puisse pas toucher à l'AD. Bah, tu utilisais un AD en lecture seule. Ok. C'est ce qu'on appelle le RODC. Et alors là, après, voilà, faudrait voir peut-être avec Grandor. Et encore, je suis pas sûr que tu sois très calé en Windows aussi. Il y a Gelu qui était de passage tout à l'heure. Mais ADLDS, moi je sais que à mon école, quand j'entends mes collègues windowsiens parler, c'est que j'ai fait l'erreur d'enlever mon casque. Non, c'est dégueulasse ce que je veux dire. Mais je sais que nous, on l'explique à nos apprenants. Et est-ce que la DLDS, c'est pas le remplaçant du RODC? Il le compare à ADDS en disant que c'est to only store data the same. Ouais, en vrai, store data the same way you will do with ADDS, mais sans les fonctionnalités en plus, et donc ADDS. Ouais, donc ça, ouais. Qualité de définition récursive. Service de. AD avec le LDAP, hein, vraiment. Ok. C'est en gros, ouais, c'est minimaliste. Ouais. Adelaide. Ouais. Lightweight ADS, ouais, c'est ça. Fine. Bref. Ouais. Mais c'est bien d'avoir l'historique un peu. Non. Puis Synactive, ça reste quand même Ils font des trucs assez sympathiques quand même. Ils partagent beaucoup. Ouais, c'est bien. C'est nice. Ouais. Yup. Ensuite, on enchaîne avec un article de Cocive sur toute la partie OPSEC pour les différents métiers dans la sécu. Si on interagit avec des phishing, si on gère des malwares, tout un tas de trucs. Et il y a plein de tips hyper importants sur lesquels il faudrait revenir plus souvent. Par exemple, lorsque vous interagissez avec un phishing, faites en sorte de ne pas le faire avec l'adresse IP de la boîte qui a été visée par ce phishing. Parce que sinon, potentiellement, on peut vous retrouver soit avec un reverse
reverse IP. Ouais, reverse IP lookup ou juste GeoIP. Ouais, GeoIP, on peut avoir plein d'infos. Parfois on passe par des proxys aussi. Donc tout ça c'est pour la partie phishing. Ensuite il va donner des infos sur comment gérer les malwares, les implants, déjà pour éviter de double-cliquer dessus. Que si on les met dans des endroits où ils vont tourner comme des sandbox, ce serait bien d'éviter de les faire atterrir sur Virus Total, parce qu'après même les attaquants peuvent venir query si leur hash existe en base de données, et donc ils savent s'ils ont été topés. Ça aussi pas mal. Essayer de faire en sorte de modifier l'URL de phishing qu'on a reçu pour pas qu'elle soit... Sinon on sait quel device est la taupe en fait. Ouais. C'est d'identifier les sandbox. Se faire péter les jambes par les attaquants après. Par exemple. Entre autres. Donc là la partie Virus Total que je viens de mentionner, les sandbox... On a tous, la partie Virus Total, on n'en parle pas assez. On a tous déjà fait une version fun, non détectable, un outil, d'un Mimikaz. On l'a passé à un pote parce qu'il avait besoin de faire une mission. Et il dit, ah ouais, c'est bon, j'ai uploadé, vraiment, on n'est pas cramé, t'inquiète. Ah, ma technique. RIP. Et ensuite, il termine sur les systèmes compromis pour les gens qui font du forensic. Un tips vachement bien qui est d'éviter de leur donner des comptes nommés. Parce que quand il y a marqué que c'est Jean Michou qui fait l'audit et qui vient de telle boîte, c'est un peu dommage parce que le groupe de ransomware derrière pourrait s'en prendre à la personne. C'est clair. Et demander de fausser les résultats, par exemple. Oui, ça c'est s'il est prêt à faire des choses. Bah, si tes jambes ou ta famille sont en jeu, t'es prêt à faire plein de choses, je pense, hein, il y a un moment. Je dirais, dans l'absolu, ça revient un peu sur certaines techniques d'OSINT, où quand tu commences à jouer avec ce genre de choses, faut faire ce qu'on appelle des obsèques. Ouais. Et tant que t'as pas d'obsèques, bah tu fais pas. Tu fais pas ça avec ton compte traditionnel ou autre, tu vas générer un faux compte, une fausse adresse mail, une fausse IP ou des choses comme ça pour te protéger, parce que c'est pas parce que tu analyses quelque chose que ça va pas remonter. C'est clair. Il y a une super conf qui était incroyable d'un gars qui avait tricoté des binaires et regardé comment marchait l'algorithme d'IDEA. Et en gros, il y avait un système où, quand tu demandais de reverse un binaire, il allait lire d'une certaine manière l'image que tu avais en fond d'écran et changer son flow graph pour que quand tu l'ouvres, ça te fasse apparaître à base de basic blocks, tu sais, de genre que des ads, que des subs, que d'autres choses, ça faisait différentes couleurs. Et il arrivait à recréer une image de la photo que tu avais sur ton bureau en termes de lien. Et genre, juste quand tu vois ça, tes reverseurs, t'ouvres un binaire qui est un implant, tu vois ta photo de vacances. Incroyable. Je vais arrêter de reverse maintenant. C'était une conf DEFCON, il faudrait que je la retrouve, je la mettrai dans les liens. Assez incroyable. Assez vraiment incroyable, de ouf. You again. Ouais, alors là on va enchaîner toujours sur la partie un peu Red Team, parce que j'adore ça. Là c'est l'équipe de GitLab qui a mis en place toute son infrastructure pour tester automatiquement les implants. Donc c'est les implants de Mythic C2 qui sont des implants open source. Et ils expliquent toute leur démarche, comment mettre en place le test avec PyTest, comment le faire s'interagir avec son command and control, et comment faire en sorte que les implants soient interchangeables dans les tests. Donc eux ils le font avec Poséidon et je crois que l'implant Merlin aussi, donc un en Go, peut-être l'autre en Go aussi, si je dis pas de bêtises. Merlin, c'est sûr que c'est en Go, je joue avec. Poséidon. Ouais, Poséidon, j'ai un doute. Un petit doute. Poséidon, Merlin, oh, je pense. Golang, yep. Ouais. Avec macOS. Connaissez pas. C'est pas le plus connu, généralement on connaît ceux en C# qui sont utilisés quasiment partout. Merlin il a bien marché. Merlin il a fait un bon bump à un moment quand même. Ouais, mais Merlin c'était le C2 avant et ensuite ils l'ont porté pour fonctionner directement dans Mythic C2. Ok. Donc ils ont repris les mêmes types de requêtes qui étaient faites par l'implant de Merlin et ils ont refait le propre implant qui s'appelle Merlin aussi pour Mythic C2 et qui communique avec les mêmes choses. Et ils sont interchangeables. Nice.
C'est beau. Et pour revenir sur l'article, ils expliquent comment ils ont pu détecter que des features de l'implant ne fonctionnaient pas. Et leur quick win, ça a été une feature sur Poséidon en version 2.0.2. L'upload ne marchait pas. Et c'est toujours chiant de faire une campagne de Red Team, de devoir uploader un binaire après et de se rendre compte que ton upload est pété. Et eux, ils l'ont détecté au moment de la release. Donc c'était génial, ça leur évite d'avoir une campagne de cramer. C'est cool de faire du test. C'est cool que GitLab, qui sont quand même un peu les champions des pipelines de test dans tous les sens, en fassent bien pour des outils offensifs. Mais est-ce que ça fait pas quand même beaucoup de taf pour choper un upload cassé dans un endroit que de mettre en place tout ce système de test? Je suis d'accord que c'est ton Red Team, tu vas être précis, mais là c'est quand même plus que du mock test pour voir si le truc boot et si tu peux pas le récupérer après. Là c'est la grosse, c'est l'artillerie lourde directe. Là, dans leur exemple, c'est avec des implants qui sont open source, mais la plupart des Red Team vont refaire leurs propres implants pour Mythic C2. Et vu qu'elles vont le refaire, potentiellement, elles ont encore du dev qui est fait en parallèle des missions. Et si jamais ça pète, tu vas pas t'amuser à retester toutes les features tout le temps. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être une certaine charge, mais c'est une charge qui va être faite en parallèle du dev. Donc je trouve pas ça étonnant au final. Justement, pour moi, pour une boîte dont le métier ce serait de faire du Red Team à temps plein, qui aurait une équipe dev, une équipe infra, ok, pour des gens qui vont peut-être même faire un SaaS de C2 avec du KYC derrière pour vraiment pas le vendre à n'importe qui, machin, admettons, mais là c'est quand même une sous-équipe au sein de GitLab qui a attribué du temps humain pour mettre tout ça en place. Je sais pas à quel point c'est... Est-ce que sous-équipe, je pense que c'est leur équipe de Red Team. Hein. Ouais, mais du coup, une équipe de Red Team, est-ce qu'ils n'avaient pas plus rentable en temps et effort à... Je sais pas. À la rigueur, contribuer au projet open source et mettre en place des suites de tests. Ça me mettre du temps d'entreprise dans l'open source, oui. Mettre du temps pour que ce soit géré en interne dans leur CI de test. Ouais, si, alors build en plus. Ouais. Maybe. ZK4 qui dit en vrai, le mieux ce serait de faire du TDD. Je l'ai pas. J'ai pas l'acronyme. Test Driven Development. Ouais. Faire les tests au moment où tu dev. Mais là au moins, c'est un peu pareil au final. Si tu fais en parallèle de ton dev, tu fais les tests de Mythic, c'est bon. Ça le fait. Mais du coup, qui c'est qui fait les tests pour les tests? ZK4. Voilà. ZK4 vendu. Petit stage. On enchaîne avec un article de Soka sur comment faire une réflective DLL pour Cobalt Strike. Parce qu'on a souvent des binaires qu'on veut lancer en full mémoire. Et c'est bien de pouvoir juste transformer le binaire en DLL et l'exécuter. Il fait l'exemple avec RevSox qui permet de faire un reverse SOX. On parlait de SOX tout à l'heure. Celui de Cobalt marche bien, mais on peut pas vraiment changer tout ce qu'on veut. Si on veut faire une sorte de reverse SOX un peu custom, modifier des paquets, etc. Là, on a toute une procédure où on prend un binaire Golang compilable, on le transforme en DLL, on l'exécutera en memory pour pas s'embêter. Et c'est une procédure qui marche pour à peu près tout, parce qu'ensuite il le réutilise pour un binaire C++ qui s'appelle Coerce Potato, qui permet de faire de la coercition sur l'environnement interne. J'ai un peu galéré. L'orage de mon coerçage, hein, comme on dit. Ouais. Faut réussir à le placer quand même, coercition. Respect. Trou. Indubitablement. Ok. Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Est-ce qu'il y a beaucoup de diversité pour prendre un programme et en faire un DLL, ou est-ce que c'est assez streamliné et juste c'est de l'outillage qu'ils ont sorti pour rendre ça plus trivial, j'allais dire, mais c'est quand même pas mal de code, j'ai l'impression. Pas mal de petits tweaks. Ouais, c'est pas mal de modifications. C'est pas des modifications super compliquées, mais c'est plein de petits trucs auxquels il faut penser. Et c'est toujours bien d'avoir une sorte de tuto avec un cas d'école de choses à faire, changer le entry point, comment on va le builder. Et ensuite, là, c'est pour la partie Coerce Potato. Donc à la base, il voulait partir sur God Potato, sauf que quand tu utilises God Potato qui est en C#, ça va load le CLR, parce que le CLR c'est
Runtime Mm. C#. Ouais. Et ça, c'est topé, et on voulait éviter d'être topé. Donc pour éviter d'être topé, on prend un truc qui est en C++, et on fait full mémoire. Et comme ça, on charge pas la CLR. Faire moins en charge de trucs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où les programmes qui démarrent en chargeant quasiment rien, c'est aussi suspicieux que ceux qui démarrent en chargeant la Terre entière? Ah, ça, c'est un problème d'entropie aussi. Ouais. Si tu fais un tout petit programme, potentiellement, tu vas te faire toper. Si ton programme il est assez gros, que tu charges des choses mais qui font rien, je sais pas, t'embarques ton payload dans un VLC, en soi, ça peut passer. Le payload d'un notepad, bonne ou mauvaise idée? J'aurais presque envie de troller en disant est-ce qu'il faut charger un programme Python qui fait des imports dans tous les sens ou un vieux script bash natif? Lequel est le plus dangereux? Mais on part dans le troll là. Alors attention, tu parles à quelqu'un qui est handicapé du Windows et qui posait un BuzzyBox sur les machines pour finir ses audits et son tricot. Donc t'inquiète pas, j'approuve totalement cette saleté. T'as fait ça. Écoutez, j'avais des besoins très spécifiques à un moment donné. Je suis fan. Le BusyBox, il est classieux Mais celui-là. t'as tout dedans, t'as un petit BuzzyBox.exe, t'as du Netcat, t'as du SoCat, tu peux faire Find sans connaître la syntaxe Windows. Moi, je touche pas Windows, moi, voilà, je panique. Moi, je Donc, conseille à maintenant, mes je stagiaires panique. d'installer le GitLab, le client Git sur Windows qui installe un bash où à l'intérieur il y a tout. Ouais, complètement. Complètement. Donc non, je vote, j'aime beaucoup. Moi, fais c'est vrai café, que hein. j'installe MingW. Hmm. Et Sigwin maintenant, à il y a l'époque. WSL. Ah, c'est Cygwin, ça, WSL. Le vieux Cygwin. Marchait super bien. Ah, très très bien, ouais. Bien le café. Mais bon. Du coup, la partie 2. Increase your stealth capabilities. Ça, c'est la partie 1. Ah, Ce que t'as vu, j'avais quoi avant? C'était un peu la partie V0. oui, Mais oui, c'est le même excuse-moi. moteur, effectivement. Bah du coup, c'est la partie 2, mais qui a l'index 1. T'inquiète. On va Tout dire à l'heure, il y aura la partie 3, index 2. Je me rattrape aux branches. Donc là, c'est un peu un scénario de compromission en passant par un web shell. Ensuite, on dépose une beacon Cobalt Strike. On voit qu'on a quelques alertes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé Elastic EDR pour pouvoir checker toutes les alertes trouvées par cette EDR. Elastic EDR, c'est vraiment un soft que je conseille à toute personne qui crée des labs. Parce qu'il y a une version gratuite, une version payante. Et puis de toute façon, je pense que j'ai un article un peu plus loin pour parler d'Elastic EDR. Donc je reviendrai dessus après. Là, on va rester. Là, t'es reparti sur la partie 2 directement. Ah ouais. Ah, excuse-moi, je pensais que tu parlais de cet article-là. Ah non, j'ai pas fini, mais on peut. Vas-y, prends ton temps. Prends ton temps. Non, pas de galère. Voilà, on voit toutes les détections d'Elastic EDR, donc des détections sur le web shell, des détections quand on va spawn une CMD, plein de choses. C'est là où on se dit qu'il est vraiment super bien, surtout parce que là c'est un EDR qui est gratuit. Gros overhead en termes de perf? Pas tant que ça en vrai. Bien. Si ça arrive à être aussi verbeux sans couler la machine. En vrai, je l'utilise dans mes labs, je leur mets même pas 4 Go de RAM pour mes VM et ça passe nickel. Ok. Good to know. Ça marche très bien sur un contrôleur de domaine. Après, je l'ai pas testé sur un contrôleur de domaine avec 5000 utilisateurs de manière constante. Certes. Bon, après, de toute façon, ces machines-là, faut les sizer. Écoute, je dirais qu'un AD avec 5000 utilisateurs, potentiellement, ça veut dire que l'entreprise a des moyens de payer des EDR un peu plus solides dans l'absolu. Mais pour une petite PME où il y a une 500, 200 utilisateurs, ça peut être une jolie porte d'entrée pour commencer à sécuriser tout le bousin. Des EDR solides? c'est vrai. Quand Tange Pentium, tu sous-entends que les EDR Pro sont plus efficaces que les EDR gratuits? Non. Open source. Aïe. Non, je dis juste que potentiellement ils ont les moyens de payer le support de l'EDR open source. Ah, je me suis bien rattrapé. Nice. Nice one. Tout à fait. Et ensuite, dans la partie 2, il refait le scénario d'exploitation, mais cette fois-ci en essayant de ne pas être détecté par l'EDR. Et ça, c'est vraiment super sympa en termes de furtivité. Du coup, il dit qu'est-ce qui s'est fait lever? Donc, ouais, il y avait toujours le système C#. C'est la CLR, ensuite Et la MC bypass.
La mission bypass, c'est normal, c'est parce qu'en fait, dès que tu vas faire exécuter assembly dans Cobalt Strike, il va patcher la MSI par défaut avant d'exécuter son C#, enfin son binaire C#. Mais il y en a déjà vachement moins qu'au début, en termes d'alerte. Alors, c'est normal parce que Enfin, c'est pas normal parce que t'es toujours sur la partie 1. Ouais, mais au début, il a montré qu'il y a plein de... Ah non, là, c'est les règles, excuse-moi. Là, c'est que la partie 1. Dans la partie 2, normalement, il n'y aura plus les alertes. Ouais, non, je suis d'accord, mais il y en avait quand même moins qu'au début. Dans le premier tableau, je sais pas s'ils sont liés, mais dans le premier tableau qu'il a montré... ok, donc c'est là, donc c'est en haut d'article. Ça, c'est un premier run. Les alertes dans le DR, on voit ça. Mais en effet, t'as raison, là, c'est le nombre... Non, un... Ouais, non, c'est ça, c'est que le début. Ça, c'est que la pause du web shell et l'exécution du binaire. Ensuite, c'est ce qu'on va dire un peu ce qui va être mouvement de privesse, mouvement latéraux, où il va dumper la mémoire, où il va chercher à récupérer des creds, des choses comme ça. Ok. P2 Ouais, P2. Oui, c'est moi. Oui, on m'appelle. Non, toi t'es P3. T'arrives après la vraie P2 de l'article. Ah, je vais couper. Je l'embête. Cette fois-ci, on va passer par un loader un peu custom pour éviter de se faire toper. Donc il va utiliser BokuLoader qui est un loader créé par la Red Team d'IBM, X-Force Red. Sauf que maintenant il est quand même topé. Et pour ça, on va essayer d'enlever certaines chaînes de caractères. Par exemple, Reflective Loader qui va remplacer par BokuLoader, Beacon qui va devenir B4 Beacon 5. J'ai pas savoir. C'est quoi cette syntaxe? Cette syntaxe, c'est un CNA. C'est du script custom à l'intérieur de Cobalt Strike. Ok. Pour pouvoir soit interagir avec l'interface de Cobalt Strike, soit interagir avec les input-output. Ok, petit scripting, modification de payload, etc. Ouais, entre autres. Okay. Là, c'est pour remplacer des strings à la volée. Le println, ça va être pour afficher dans la console de Cobalt Strike. Je crois qu'il y a d'autres choses un peu sympathiques, mais là, on va pas les voir. Il remplace par des trucs un peu random pour pas trop se faire cramer aussi. Ouais, random, mais qui font la même taille, par contre. Pour pas casser l'alignement, forcément. Exactement. Ensuite, pour le web shell, cette fois-ci, on fait pas un web shell dégueulasse qui va te sortir une cmd.exe. Il va directement faire une injection, un petit virtual alloc. Ouais, c'est vachement plus dégueulasse ça. C'est peut-être plus. C'est full mémoire. Ouais, mais après, je veux dire, vu le nombre, enfin, Live of the Land, tu regardes un peu ce qu'il y a sur la machine avec juste des ls, des files exist, et ensuite tu te débrouilles pour invoquer un binaire qui est déjà présent avec du code custom. Il y a bien un Java qui traîne, il y a bien un batch, quelque chose. J'ai une petite question con. Quand tu dis qu'il remplace le this program is running under MS-DOS machin truc et qui met une chaîne de caractères qui fait exactement la même taille. Moi personnellement, créateur de DR ou d'analyseur de Schmilblick, je me dis c'est pas banal, j'ai exactement la même taille que this program cannot be run in MS-DOS mode, mais j'ai une autre chose. Non, il y a trop de comparaisons. Le coup de dire, je vais légèrement dépasser, ou parce qu'il y a des contraintes au-dessus qui font que, il faut que ça fasse la même taille, mais c'est pas le même message. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pourquoi s'emmerder à enlever pour mettre la même une même longueur de chaîne de caractères qui, à mes yeux, est plus détectable que this program is cannot be run in MS-DOS mode, vu que certaines GPO ou autres balancent tellement ce type de string. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que là, la détection d'Elastic EDR était basée sur une combinaison de ces chaînes de caractères. Ok, voilà. Donc si c'est tu as suite à une combinaison. Et Beacon et un autre, alors on part du principe que donc, le test de comparaison est un enchaînement de ça et ça et ça et ça. Il y a beaucoup de ça, mais pas plusieurs matchs. Mais ça me titillait le cerveau parce que là, moi honnêtement, je préfère dépasser ou réduire pour passer à l'as. C'est non, c'est pas un truc qui run on death mode. Bref.
Sauf que déjà, si tu fais des strings plus courts ou plus longs, tu vas niquer la table des offsets des strings. Donc, il faudrait bien parser, bien recalculer. T'as vraiment un côté de je suis là in place et je veux pas tout péter. T'as un deuxième côté qui est que déjà, en changeant des strings, on peut pas te faire sur tout, mais c'est vraiment spécifique. Parce que si tu changes, par exemple, le charset qui est utilisé pour l'encodable 64, même taille ou pas, bah, plus rien ne décodera. Donc, vraiment, il y a vraiment une obligation de faire assez de changements pour plus simple reconnaissable, mais assez peu. Mais là où ça devient chiant, c'est que là, c'est du check sur le contenu, mais pas sur le behavior. Et que tu dois vraiment modifier le comportement d'un soft pour qu'il soit plus fingerprintable en termes d'action, de suite d'actions logiques. Mais ça, non, ça reste quand même l'étape nécessaire. C'est les premiers checks, les premiers queen. Et dernier truc quand même, tu peux pas remplacer par une taille différente. En fait, on peut pas se baser sur le fait de penser que le DR va comparer tiens, cette chaîne de caractères, je la connais, elle a à peu près la même taille que telle autre chaîne. Il y a juste une infinité de possibilités. Ce serait beaucoup trop ressource intensive pour qu'un DR se permette de faire ça. Non, ok. C'était, question de... Ce serait plus efficace, mais pas envisageable, je pense, pour ce genre de use case. Je suis assez d'accord sur le 10 programme cannot be run in DOS mode. Ça fait quand même partie des headers, des PE. Potentiellement, lui, il faudrait peut-être pas le changer. Je pense que ça marche même sans ça. Ils ont un check. Ça c'est le print de détection. Il faudrait qu'il soit présent dans tous les binaires. Il est tellement commun celui-là. Ouais. Moi, je le touche pas, quoi. Ça que peut. tu changes admin en min, ok, ouais, pourquoi pas. Mais 10 programmes cannot be run in DOS mode, il est mais partout. Pour un analyste, oui, il va se dire ça c'est bizarre. Pour un logiciel, si on essaie de penser à la manière dont il a été fait, il doit se dire si je suis un PE et que j'ai telle chaîne de caractères, donc si on arrive à faire en sorte qu'il soit par certains checks pas vu comme un PE parce qu'il appelle la magic string, derrière même s'il contient des mots pas ouf. Je sais pas lequel d'eux, mais j'entends un clavier assez fort. C'est pas moi. Ça devait être moi. Je pense. Je vérifiais juste un truc par rapport en dessous où il changeait le DOS stub et en gros c'est non, c'était la ligne que tu avais. Excuse-moi. Ouais, là je vérifiais que le 4D5A ça faisait bien MZ qui est la partie du le header Magic Byte. Après vu que tout ça c'est en mémoire, c'est juste pour pas que l'EDR détecte qu'en mémoire il y a quelqu'un qui injecte directement un PE. Ça t'empêche pas de run le reste du PE plus tard. C'était une interrogation. Donc on revient sur notre web shell qui exécutait tout en mémoire, cette fois-ci avec du virtual alloc. Et je crois que c'était virtual alloc, virtual process, virtual write, remote thread. Et QUser APC pour déclencher le shellcode. Le quoi, le user APC? Oui, QUser APC, ok, ouais. Nice. C'est vrai que c'est du shellcode un peu de barbare. Ouais. Ça fonctionne. C'est beau de faire ça. Ok. Et donc là, du coup, on n'a pas la détection qu'on avait en déposant tout sur le disque, en l'exécutant comme un malpropre. Voilà, zéro detection. Ensuite, pour la partie pre-resc, pour devenir admin, on pouvait soit utiliser SO Impersonate Token avec n'importe quoi de la famille des potato, donc Coerce Potato, God Potato ou des choses du genre. Juicy, Rotten, Fake, New, Brand New Potato. Passer par S4U to Self. Et alors là, je crois qu'il passe par S4U to Self pour être moins détecté. Ou en gros, avec S4U to Self, il va demander un token. Ah non, il fait les deux peut-être. Parce que là, je vois marqué Privilege Escalation SO Impersonate. Ok. Donc là, il faut l'impersonate potato. Ouais. Et il se fait toper. Ok. Ouais, de toute façon, dès qu'on fait des trucs behaviorales, ça commence à être plus... Mais il se faisait toper sur la fonction create process, et donc il s'est rendu compte que create process as user, c'était une sorte de wrapper, et il l'a remplacé dans le code source pour appeler directement la fonction sous-jacente. Et cette fois-ci, ça bypassait. Et là, c'est le drame.
Bonjour, bonsoir. Est-ce que ça remarche? Est-ce que c'est unbroken? On a perdu la musique. Qui est... Voilà. Ok, Ouais, ça remarche de mon good. côté. Incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a juste tout qui est mort et au reboot, ma caméra n'était plus détectée, donc pour l'instant ma piste la plus fiable c'est que ma caméra a fait un crash kernel. Voilà. Aucune idée. Je sais pas dire, j'ai regardé la place libre, il me reste au moins du 200 Go, donc je ne sais pas pour l'instant ce qui s'est passé. Alors, je veux pas porter la poisse, mais dans mon ancien taf, j'étais spécialiste de détection de bugs et je les provoquais en passant dans la rangée du software engineering. Et tu me dis ça pendant le stream, pas avant. Non. Donc je suis peut-être un générateur à bugs. C'est bonne ambiance ça, nickel. Voilà, mais je vous aime quand même. Ah, Et terrible. bienvenue. Terrible. Bon, et qu'est-ce qui s'est dit du coup? À quel point ça a trollé? Non, ils ont été calmes. Ah ouais? Dis Ouais, quoi? Hard reboot, j'arrive à ça, Force et Honor, installation des pilotes Linux, ouais, Yanzax. On part là-dessus. La musique est un peu fort. Un peu fort. Si, il y a Grand Boar qui me troll, mais je l'oublie. De toutes les façons, je vais le bannir de Discord de cette personne. Oui, évidemment. Voilà, Pentium 4, mais non, voyons. Alright. Bon, C'est- du coup, on revient un peu avant la reprise. Est-ce que vous voulez faire un mini break maintenant que c'est up? Est-ce qu'on se remet dedans? Moi, je pense qu'on peut y aller. On peut enchaîner. Le petit crash, il m'a mis un coup de chaud. Vous avez pas une idée? Ça t'a rappelé mardi dernier? Un soirée incroyable, merci à ceux qui sont venus, mais par contre, putain, ouais, les petites galères sur galères. Mais d'ailleurs, les records sont... Bon, les records de l'événement, le jour J, sont éclatés, mais on a re-record ça, et je suis en train de monter ça, et ça arrive d'ici peu. Mais ce fut quelque peu douloureux également de voir tant de fails en si peu de temps, finalement. Voilà. On fait avec. Je te laisse finir ton article, et ensuite, Pentium, si ça te va, on enchaîne sur ta run. Ouais. Carrément. Allez, vas-y. Alors là, il faudrait que tu retournes sur la partie privesque. Ouais, c'est vrai qu'on Avec était en fin d'article. S4 to Self. On était quasiment à la toute fin. Vraiment, il n'y avait plus grand On chose. était avant le WinRN, il me semble. C'était là. Ouais. C'était là. Où en gros, du coup, il va demander un TGT. Ce TGT, il va pouvoir le modifier ou l'utiliser. Pour demander un service ticket. Ouais, c'est ça. C'est juste en dessous normalement. Yep. Voilà, donc là tu as toute la démarche pour utiliser ton ticket, faire une demande pour un admin local. Et en fait, du coup, vu que tu as ton ticket d'admin local, tu as gagné, t'es admin sur la machine et tu utilises WinRM pour exécuter des commandes. Alors, fait étonnant, Evil WinRM n'est pas détecté Ouais, par surprenant. Ouais. ElastiqueDR. Je sais pas trop pourquoi. Et puis ensuite, il enchaîne en te disant que le dump LSAS, c'est mort. Il a essayé plein de trucs. En fait, si tu actives la partie, je crois que c'est Credential Hardening dans ElastiqueDR, c'est finito. Ouais, T'as genre pas trop... le handle LSAS, tu peux rien faire, tu peux rien dump. T'as des alternatives, comme regarder les tickets de la personne et réutiliser les tickets si jamais t'as des tickets en tant que admin de DOM qui sont sur la machine. Des choses comme ça, un peu sympathiques. Ouais, essayer de Mais c'est pas récupérer un des- peu des trucs sans faire trop de bruit, quoi. Ouais, c'est pas des creds directs. Mais un ticket, c'est bien aussi. Hein. Un ticket LDAP, t'interagis directement. Vous n'aurez pas de glace, vous aurez de l'argent pour acheter une glace. C'est ok. Fair enough, is ok, en effet. Et l'autre alternative, c'est de voler un token d'un process qui tourne pareil en tant qu'un utilisateur autre du domaine. Ouais, mais en essayant de voler le token, t'as pas un risque de te faire choper à sniffer la RAM? Si, mais si t'as pas le choix, là, Ouais, non, c'était... Voilà. Right. voilà pour ces articles de qualité. Je te laisse me partager ton écran, Patia.